Hotep et bienvenue à la Kémitosphère, l'image des Africains à travers le monde et la nécessité de s'unir en tant qu'un seul peuple. Tel est le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce soir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. L'Africain, où qu'il se trouve, quelle que soit sa zone géographique, qu'il habite en Afrique, qu'il habite aux États-Unis, qu'il habite en Inde, qu'il habite en Océanie, l'Africain de couleur noire est assimilé à une seule chose, la pauvreté et la mendicité. Voilà l'image que le monde a des Africains en général. Deux fois, tu peux être africain, tu arrives dans un endroit, les gens commencent à avoir peur. Et ils vérifient leur téléphone, leur porte-monnaie. Parce qu'ils se disent de façon naturelle qu'il y a un voleur qui est parmi nous. Deux fois même, tu peux être riche. Oui, tu arrives dans certains endroits. Des hôtels, par exemple, tu demandes d'y accéder, on dit non. Parce que déjà, à travers ta couleur, on part sur une base où tu n'as pas assez d'argent pour fréquenter cet endroit. Ça fait partie des perceptions que le monde a des Africains et c'est des réalités qu'en tant qu'Africains, nous avons vécues d'une façon ou d'une autre dans certains endroits à travers le monde. Mais il y a une seule chose, c'est-à-dire les Africains doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Les frontières artificielles héritées en 1885 à travers le fameux conférence de Berlin. Les Africains aujourd'hui font quoi? Ils se divisent à travers ces fausses frontières qui en réalité est un partage de gâteau entre les nations sans une présence africaine. Aujourd'hui, c'est facile qu'un Camerounais se jette sur un Ivoirien au nom du fait d'être Camerounais. C'est facile de voir de la même façon un Ivoirien se jeter sur un Camerounais parce qu'il se dit Ivoirien. Mais c'est quoi le Cameroun? C'est quoi? Même le nom déjà fait problème. Cameroun. C'est quoi la Côte d'Ivoire? Les Africains doivent retenir qu'à la base, nous étions des royaumes. Et il n'y avait jamais eu de visa d'un pays à un autre. Tu pouvais quitter du Soudan jusqu'en Afrique du Sud avec ton moyen de déplacement. Tu peux arriver peut-être vers le Niger, fatigué, tu demandes où te reposer, on se dirige vers chez un chef, tu te reposes, tu peux faire autant de jours que tu veux, tu es logé, tu es nourri et tu continues ton voyage. Donc, les Africains par moment doivent sortir un peu de ces frontières-là. Parce que moi, quand j'ai publié mon livre, derrière le livre, je me suis présenté comme quoi, jeune Africain né au Tchad. Donc, il y a eu des frères tchadiens qui se sont levés pour dire mais non, tu dois te présenter comme tchadien. Et ma réponse est simple. Moi, psychologiquement et intellectuellement, je ne me reconnais pas des frontières de 1885. Donc, me définir vraiment tchadien, c'est me restreindre et me soumettre à ces frontières. Donc, je suis un Africain d'abord, mais qui est né au Tchad. Partout en Afrique subsaharienne, je me sens chez moi. Et tout Africain doit évoluer sur cette base. Nous devons avoir cette mentalité. Parce que c'est triste que sous ces frontières dessinées artificiellement, aujourd'hui, le Tchadien entre en guerre contre le Camerounais. Et vice-versa. Donc, pour moi, pour que l'Afrique arrive à se faire une place, nous devons commencer par briser certaines petites barrières, même mentalement, parce que nos chefs d'État, la plupart des chefs d'État africains actuels sont au service de l'impérialisme. Et à leur niveau, ils n'ont pas assez de courage pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, nous on saute les frontières. Impossible. Donc nous les citoyens, dans nos comportements et attitudes les uns envers les autres, nous devons supprimer ces barrières, notre vision des choses, pour avoir un certain niveau de réflexion
et unir nos forces pour aller vers la renaissance africaine. Parce que se limiter à ces frontières pour se faire la guerre ne fait que diviser les Africains. Moi, je suis désolé pour les matchs de Cannes qui se sont passés au Cameroun la fois passée, pour les intéressés. Il y a eu des accrochages entre les Camerounais et les Ivoiriens. Et après, les Ivoiriens à leur tour ont à l'heure d'aujourd'hui constitué des groupes pour accueillir les Camerounais quand ils viendront jouer leur Cannes. Le prochain Cannes, je crois, la prochaine Cannes, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des Ivoiriens qui se sont préparés pour accueillir les Camerounais. Et quand je parle d'accueillir, ce n'est pas accueillir vraiment au sens africain. Ils vont se battre au nom des frontières qui sont définies artificiellement, sans une présence africaine. Et ça, c'est un problème d'intégration africaine. Parce que nous sommes en train de nous diviser. Et comme je le disais, tu es africain, quelle que soit ta zone géographique. Si tu arrives dans un coin hors d'Afrique, tout ce qu'on voit, c'est un Africain. Que tu viennes des États-Unis, du Brésil, je ne sais pas, du Kenya, des Indes, tout ce qu'on voit, c'est un Africain. Et il sent la pauvreté. Ça, c'est l'image que le monde a de nous. Mais nous, au lieu de nous unir pour faire le développement, nous sommes en train de faire des guerres, des petites frontières artificielles tracées dans les années 1800 par des impérialistes pour venir nous occuper. C'est ça qui nous intéresse. Oui, je suis tchadien, tu es camerounais, nous ne sommes pas des frères. Je suis tchadien, non, je ne me mêle pas aux centrafricains. Ça, c'est le discours des Africains et c'est les réalités que nous vivons. Et ces éléments constituent vraiment des obstacles à l'intégration africaine. Les appartenances à des zones linguistiques. Les Africains, aujourd'hui, sont divisés autour des questions de oui, moi je suis francophone, je suis anglophone, je suis lusophone. La question que vous devez vous poser, c'est comment ces langues sont arrivées en Afrique. Comment ces langues sont arrivées en Afrique? Comme je le disais, nous avons un seul ennemi, la pauvreté. Donc, en tant qu'Africain, est-ce qu'il est raisonnable de te dire anglophone et que tu dois avoir une certaine position par rapport à d'autres Africains qui parlent le français? Parce que ceci fait vraiment un problème. Je ne vais pas évoquer le Cameroun ici comme cas d'exemple, mais que chacun réfléchisse. Vu les enjeux et vu le problème qui fait notre dénominateur commun en tant qu'Africains, quelles que soient nos langues, quelles que soient nos appartenances géographiques, c'est-à-dire la pauvreté et la mendicité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il est nécessaire de se voir en anglophone, francophone, lusophone, à un moment de se regrouper en petits groupes et laisser les autres côté? Nous devons nous situer au-dessus de la mêlée. Aussi, les Africains aujourd'hui se divisent sous ce qu'on appelle les appartenances religieuses. Je suis choqué que dans beaucoup de pays africains et à travers le monde, si jamais tu es chrétien, c'est extrêmement difficile pour toi de te marier à un autre Africain ou une autre Africaine, mais qui est musulman. Donc, les Africains qui, à l'époque, bon, moi je suis scandalisé. Parce que ce soit le christianisme ou l'islam, c'est deux religions qui étaient imposées aux Africains. C'était imposé aux Africains. Et ça ne fait pas partie de la culture africaine. L'Afrique a connu la spiritualité africaine qui est différente de l'islam et du christianisme. Mais aujourd'hui, nous avons ces deux religions, par exemple, qui divisent totalement les Africains. Oui, tu es un garçon chrétien, si jamais tu t'hasardes à aller chez une fille qui est musulmane, dans certains pays, on te tue. Ici en Afrique, tu es une fille, tu tombes amoureuse d'un garçon, mais comme vous n'êtes pas de la même confession religieuse,
impossible de vous marier. Mais avant que l'islam et le christianisme ne viennent en Afrique, comment vivaient les Africains? Comment vivaient les Africains? Ça, chacun de nous doit réfléchir à ça. Parce que si nous devons continuer par nous diviser, parce que bon, moi je suis musulman, bon, parce que je suis chrétien, je ne dois pas me marier à tel, c'est pour quel but? C'est pour quel but finalement? Parce que même les musulmans, les arabes, quand tu es africain et que tu arrives chez eux, tu es défini comme le pauvre, le mendiant. Dans les nations occidentales, quand tu es chrétien, tu débarques là-bas, on te voit comme le pauvre, celui qui mendie, le voleur même. Donc, partout dans le monde, nous sommes définis comme des pauvres, des mendiants, des assistés. Mais au lieu de nous associer pour régler ce problème, nous c'est bon, je suis musulman, je ne partage pas la même nourriture avec le chrétien. Oui, on est dans des petites divisions. Ces éléments que je viens de citer font partie des puzzles créés par les impérialistes pour contrôler le continent africain. Mais nous, en tant que victimes, à un moment, nous devons sortir de notre sommeil, avoir une certaine réflexion, aller au-delà de nos sentiments et discuter des vrais enjeux, des frontières que nous avons. En quoi cela nous aide? Parce que l'objectif, ce n'est pas juste d'avoir un drapeau camerounais ou ivoirien. L'objectif, c'est d'améliorer le bien-être des Africains et l'image des Africains de façon globale, où qu'ils se trouvent. Les Afro-Américains, tout le monde, en tant qu'Africains. L'objectif, c'est d'arriver à changer notre image. Et sans révolutionner notre économie, nous ne pouvons rien faire. Et pour révolutionner notre économie, nous devons sortir des barrières des frontières. Si je croise mon frère du Malawi, il est mon frère. C'est comme si on venait d'une même mère. Si je croise mon frère du Kenya, c'est comme si on venait d'une même mère. Je ne dois pas le dire Kenya. Et je commence à ne traiter qu'avec ceux qui portent le même passeport que moi. Non. Nous sommes tous des Africains. Nous avons en commun un problème, le sous-développement, la pauvreté. Nous portons l'étiquette des mendiants. Le constat, c'est que quand nos chefs d'État, nos soi-disant chefs d'État, parce qu'en Afrique, rares sont les pays qui ont vraiment des présidents élus. Quand nos soi-disant chefs d'État arrivent dans des conférences à l'ONU, quand ils commencent à prendre la parole, les autres chefs d'État dorment. Parce que tout leur discours, c'est pour demander, c'est pour quémander. Leurs discours ne font étalage que de misère, des affaires de palud, des épidémies à ne jamais en finir. Et pour finir, c'est des demandes de fonds. Donc, quand ils commencent à prendre la parole, les autres chefs d'État dorment. C'est normal que quand tu sois africain et que tu arrives, par exemple, au Japon, on voit un mendiant, on voit un voleur potentiel. C'est normal, parce que même les chefs d'État passent le plus clair de leur temps à demander des aides. Et au Japon, qu'est-ce qu'ils enseignent aux enfants? Même en cas de séisme, le Japon ne reçoit pas des aides. Ils ont éduqué leurs enfants sur la base selon laquelle tu es citoyen, tu ne dois rien attendre du gouvernement, tu dois trouver des solutions toi-même à tes problèmes. Donc, ils disent que s'ils doivent recevoir des aides, vu l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, c'est qu'ils se sont trahis eux-mêmes. On ne demande pas des aides. Et ils ne prennent pas des aides. Mais nous sommes fiers d'aller aux Nations Unies demander de l'argent. Nous en avons l'argent en Afrique. Hotep, merci. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.